Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Radio Anthropocène. Nous sommes aujourd'hui installés à Lyon aux Subsistances pour une journée spéciale, une journée consacrée à l'économie sociale et solidaire, une journée organisée par la métropole de Lyon. Et j'ai le grand plaisir de vous accueillir à une table ronde, puisqu'il est 12h40, donc une table ronde consacrée à l'alimentation. C'est le temps de manger, c'est le temps de se mettre à table. Et j'ai le très grand plaisir d'accueillir en face de moi Marie-Amandine Vermillon. Bonjour. Bonjour. Et à sa gauche et à ma droite, Mathilde Ferron. Bonjour. Alors, Marie-Amandine Vermillon, vous êtes psychologue sociale, vous êtes spécialisée dans la gestion des projets d'innovation sociale, des démarches participatives, et vous avez notamment co-créé l'association Belle Bouffe en 2019 pour permettre aux habitants de reprendre le pouvoir sur leur alimentation. Voilà, on va en reparler un petit peu plus tard. Et Mathilde Ferron, bonjour. Donc, vous êtes docteur en géographie. Vous avez très récemment soutenu une thèse CIFRE qui porte sur la précarité alimentaire, ou plus exactement sur l'accessibilité alimentaire dans le milieu rural. Voilà. Donc, j'aimerais d'abord vous proposer de commencer par un petit rappel de contexte. Alors, nous sommes là pour parler de l'alimentation, une journée d'économie sociale et solidaire. Ça veut dire une alimentation collective, quelque chose qui concerne tout le monde, quelque chose qui concerne toute notre société. Et j'aimerais, à ce titre, rappeler une petite étude qui est sortie il y a 2 ans, que vous connaissez certainement. C'est une étude du CREDOC, et qui a fait pas mal de bruit. En tout cas, tous les articles et les références qui parlent de l'alimentation, notamment de la précarité alimentaire, se réfèrent à cette étude donc, qui est parue en 2023 et qui précise qu'en France, à peu près 16%, voire 17% des personnes sont dans une situation de précarité alimentaire. Alors, c'est quelque chose, c'est un chiffre qui est évidemment alarmant, puisque nous parlons quasiment d'un Français, une Française, une personne sur 5. Et c'est un chiffre qui est en augmentation depuis des années 2000. Voilà, donc rien que ça, c'est un constat assez dramatique de se dire que nous sommes dans une situation où il y a de plus en plus de personnes qui sont dans le besoin, qui ne mangent pas à leur faim. Des gens qui déclarent ne pas avoir assez à manger pour des raisons diverses, on va y revenir aussi. Et cette réalité est encore plus compliquée pour les jeunes, pour les étudiants, puisque j'ai appris dans un article du Monde que près d'un étudiant sur 5 a recours à l'aide alimentaire et 36% d'étudiants sautent régulièrement un repas pour des raisons budgétaires. Voilà. Donc, posons ce petit contexte. Est-ce que ça vous surprend ? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez sur le terrain ? Alors, Marie-Amandine Vermillon, peut-être ? Ça ne nous surprend pas, c'est ce qu'on voit nous au quotidien sur le terrain, puisqu'on lutte contre les inégalités alimentaires. Donc on est majoritairement en lien avec des personnes en situation de précarité, grande précarité, et qui donc ont des difficultés d'accès à une alimentation tout court, mais également à une alimentation choisie et de qualité. Ça, c'est encore plus compliqué, évidemment. Et cette étude qui a été citée, nous, on s'en sert aussi beaucoup pour interpeller, de se dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'en France, un Français et une Française sur 5 ne puissent pas manger comme il et elle le souhaiteraient. Donc, c'est important qu'il y ait ce genre de chiffres, en fait, qui soit produit, même si, voilà, comme ce qui a été dit, ça ne met pas en avant la variabilité qui peut exister au sein de différentes populations. On a parlé des jeunes, on peut parler des femmes, également des personnes âgées, des personnes nouvellement arrivées sur le territoire, qui peuvent être davantage touchées par la précarité alimentaire et différentes formes, en fait, de précarité. Et donc, nous, Belle Bouffe, l'objectif, c'est vraiment de reprendre la main sur notre alimentation, de se dire qu'en fait, ce n'est pas qu'une affaire individuelle
individuel, ça sort pas de nulle part le fait qu'il y ait de plus en plus de précarité alimentaire. On s'inscrit dans un système où il y a des rapports de force, dans un contexte aussi où il y a eu le Covid et ça n'a rien arrangé. On voit que vraiment la question de la précarité et le recours à l'aide alimentaire ne fait que grandir depuis la crise Covid-19, l'inflation, etc. Et donc, voilà, ce n'est pas qu'une affaire individuelle, c'est une affaire qui est éminemment politique et on doit pouvoir réfléchir à la manière de repenser nos solidarités alimentaires, de voir comment on traite à la fois cette question de l'accessibilité à une alimentation de qualité, mais en même temps de faire en sorte qu'on puisse choisir notre alimentation, donc un enjeu de démocratie alimentaire et un enjeu de juste rémunération de celles et ceux qui produisent, distribuent notre alimentation. D'accord. Et du côté des territoires, de la ruralité, comme on dit, ou à la campagne, enfin plus basiquement peut-être, on imagine toujours que tout le monde a son petit potager, tout le monde a de quoi manger. Enfin, en tout cas, c'est là où la nourriture est majoritairement produite. Donc, on se dit, voilà. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez travaillé sur ces questions de précarité alimentaire dans les territoires ruraux? Est-ce que vous avez constaté des formes de précarité ou de l'impossibilité d'accéder à l'alimentation correcte? Mathilde Ferrand? Oui, ce sont des représentations qui sont fortement ancrées. Donc l'idée que les populations des territoires ruraux ont un accès plus aisé à une alimentation de qualité choisie en quantité suffisante, alors même qu'on observe de mêmes besoins et que l'aide alimentaire, comme partout ailleurs, ou d'autres associations des solidarités alimentaires sont indispensables pour que les personnes puissent accéder à une alimentation en quantité suffisante et parfois à une qualité alimentaire qu'elles ne peuvent pas avoir par l'achat ou qu'elles ne peuvent pas trouver. Il y a cette idée qui est fortement ancrée aussi que dans les espaces ruraux, les habitants ont accès à un jardin. Ce qui est loin d'être le cas et ce qui n'est pas toujours une solution puisque ça demande un investissement en termes de temps, en termes d'argent que les gens n'ont pas forcément. Donc il n'y a pas une évidence de ce côté-là non plus. Et ce qu'on observe, c'est que l'aide alimentaire n'est pas forcément accessible et parfois très difficilement accessible même. Parce qu'il y a d'autres contraintes, les distances, l'éparpillement des territoires sans doute. Exactement. Et deux contraintes majeures, donc l'accès physique à l'aide alimentaire et aussi la possibilité d'y accéder sans avoir l'image de soi qui soit... en fait, accéder à l'aide alimentaire, parfois, c'est faire connaître ses difficultés aux autres habitants et ça pose beaucoup de questions. On va y revenir aussi à cette question très intime de l'alimentation finalement. Mais avant de rentrer un petit peu dans le détail de vos projets respectifs, j'avoue que j'étais assez surpris du peu d'informations dans les médias que j'ai trouvé sur ce sujet de précarité alimentaire. Alors, je fais des recherches sur les archives du Monde. Alors, il n'y a eu que 3 ou 4 articles qui étaient consacrés à ce sujet. Pareil, un petit peu partout. Il y a très peu de choses, y compris sur les sites de Radio France et tout ça. Enfin, la plupart des sujets, c'est plutôt alimentation et santé ou alimentation et agriculture, effectivement, des questions de bio et tout ça. Mais des questions de précarité, ça m'a paru assez étonnant, en contradiction avec la gravité de ce que ça signifie, parce que se dire que 16, 17 ou 17, voire il y a une étude de Nestlé, donc je ne sais pas à quel point c'est fiable, parce que bon, Nestlé, voilà, c'est un petit peu le pompier pyromane, j'ai l'impression, mais il n'empêche qu'ils ont un observatoire de la précarité alimentaire et il serait possible que la plupart des gens passent un petit peu sous les radars et que la proportion des gens qui sont dans une situation de besoin alimentaire serait quasiment 30% de la population française. Alors par rapport à ce constat extrêmement dramatique, est-ce que c'est un sujet pour vous qui a une attention qui le mérite? Marie-Amandine Vermillon. C'est vrai que ça m'a fait réfléchir et en fait, effectivement, dans les médias, on va souvent parler de pouvoir d'achat et de donner du pouvoir d'achat aux personnes, mais pas forcément de lutter contre les précarités, les injustices, les inégalités alimentaires, puisque
je pense que pour partir pour lutter contre les précarités alimentaires, ça veut dire revenir à la racine. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont en situation de précarité. Or, quand on parle pouvoir d'achat, on n'est pas du tout dans le même prisme et dans la même manière de penser la problématique. Et forcément, ça plaît pas forcément à tout le monde de s'interroger sur la racine, les problématiques structurelles qui se cachent en fait derrière ces enjeux après et ces vécus individuels dans le manque d'accès à une alimentation de qualité. Et donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, moi, ça m'a fait écho aussi à l'anthropologue Bénédicte Bonzi, où aujourd'hui en France, la seule, entre guillemets, réponse à la lutte contre la précarité alimentaire est l'aide alimentaire. Or, on est dans un système qui est à bout de souffle. Donc, cet anthropologue qui a fait son terrain de thèse justement sur la question de l'aide alimentaire en France dit que quelque part, aujourd'hui, ça permet de maintenir une forme de paix sociale, mais ça ne permet pas du tout de changer structurellement le système pour réduire ces inégalités. Donc, inégalités alimentaires, mais on n'a pas dit, mais pareil, quand on est agriculteur, agricultrice, on est aussi en précarité. Il y a 18% des paysans, paysannes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est une des professions où on a le plus haut taux de suicide. Une des professions aussi, on a le plus haut taux de maladie de Parkinson. Enfin voilà, il y a plein d'autres enjeux aussi de ce côté-là. Et donc, elle nous invite vraiment et puis plein d'acteurs comme Belle Bouffe et sur les territoires, à repenser ce système-là qui ne permet pas en fait, de faire changer le système, puisque on va juste donner les surplus d'un système agro-industriel à des personnes qui n'ont pas les moyens de s'alimenter. Et ça permet en plus, pour certaines entreprises, d'avoir des dons de faire de la défiscalisation. Donc voilà, le système d'aide alimentaire ne fonctionne pas aujourd'hui. Et donc, il est temps de trouver d'autres formes de solutions qui viennent transformer de manière systémique nos systèmes alimentaires. Peut-être qu'on pourra parler de sécurité sociale de l'alimentation. On va y venir aussi. D'ailleurs, Bénédicte Bonzi, je suis tombé sur l'article d'un AOC, donc Analyse Opinion Critique, qui est paru en juin 2024, qui s'appelle « De l'aide alimentaire à la sécurité sociale de l'alimentation ». Et donc, dans cet article, je cite Bénédicte Bonzi, qui écrit « Car n'est-ce pas délirant que 3 agriculteurs se suicident tous les 2 jours, que 27 fermes disparaissent chaque jour et que plus de 5 millions de personnes aient recours à l'aide alimentaire, dont des enfants. Alors que d'après l'Agence de la transition écologique, ADEME, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année en France, pour une valeur commerciale estimée à 16 milliards d'euros. Alors ça, c'est quelque chose ça m'a vraiment sauté aux yeux. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système. Ça dépasse des questions simplement de pouvoir d'achat. Il y a un dysfonctionnement majeur dans lequel on est en train de s'enfoncer. Et est-ce que cette question-là, est-ce qu'elle est pas un peu plus visible d'ailleurs ou palpable justement à la campagne, puisque quelque part dans des grandes villes ou dans les villes, nous sommes dépendants de nos magasins, mais il y a toute cette partie de production qui nous échappe entièrement, alors que dans les territoires plus éloignés des centres-villes, eh bien, en fait, la production de nourriture et la consommation, un peu, ça va de pair. Donc, la question agricole transparaît. Est-ce que vous avez pu percevoir ça, Mathilde Ferrand ? Oui, tout à fait. En effet, il y a des constats qui interrogent, et le mot est faible, puisque derrière l'accès à l'alimentation, il y a des véritables enjeux de dignité, d'estime de soi, et qui ont été notamment identifiés par un rapport qui date un peu maintenant, mais qui s'appelait « Se nourrir lorsqu'on est pauvre », daté des Quart Monde, et qui montrait bien qu'au-delà de la quantité, du besoin vital, il y avait d'autres enjeux qui étaient extrêmement importants. Et ce que j'ai pu observer dans les espaces ruraux, c'est que recourir à l'aide alimentaire, donc comme je l'évoquais, c'est parfois exposer ces difficultés aux yeux d'autres habitants, qui sont parfois des voisins, qui sont parfois des personnes au fait, que l'on croise dans son environnement, enfin dans son espace de vie, et que ça met en difficulté sociale. C'est-à-dire que recourir à ces dispositifs de lutte contre la pauvreté localement conduit parfois à une stigmatisation, à faire en sorte que la personne est identifiée au prisme de son vécu et de ses difficultés sociales et est catégorisée comme personne pauvre.
et je le dis sciemment, pas en situation de pauvreté, donc personne pauvre, donc c'est-à-dire que ce qualificatif-là va parfois l'isoler encore davantage. Et donc on voit bien, là, ça ne concerne pas spécifiquement l'accès à une qualité alimentaire, enfin, c'est un autre sujet Est-ce que c'est le sujet de votre thèse ou on pourrait peut-être profiter de cette fenêtre que vous avez ouverte pour parler de votre thèse. Alors, si j'ai bien identifié le sujet, est-ce que vous pouvez, ou alors vous pouvez nous le redonner, s'il vous plaît, Donc, j'ai travaillé sur l'accessibilité alimentaire dans les espaces ruraux en Auvergne-Rhône-Alpes et j'ai étudié à la fois les dynamiques territoriales autour de l'accessibilité alimentaire et l'accessibilité alimentaire au prisme du vécu des habitants qui sont en situation de pauvreté à travers les sociabilités et les pratiques spatiales. Et c'était une thèse CIFRE, ça veut dire que vous avez intégré une équipe, c'était une collectivité, non Oui, tout à fait. C'est une thèse CIFRE, c'est-à-dire qu'elle a été soutenue par des partenaires, donc dans mon cas, des associations et des collectivités territoriales. Je peux les citer. En fait, c'est une recherche-action avec 5 partenaires que sont le département de la Drôme, Saint-Flour Communauté, qui est une communauté de communes dans le Cantal, Cap Rural, qui était un centre de ressources pour le développement local, Sol et Civilisation, qui est une association, et la Fondation RTE. Donc des communes qui sont d'ailleurs assez éloignées les unes des autres, non ? Entre Drôme et Saint-Flour, voilà, c'est ce qui vous a intéressé, c'est l'échelle de la régionale, en fait. Oui, j'ai mené la recherche à plusieurs échelles, l'échelle régionale, l'échelle départementale et l'échelle intercommunale. À l'échelle intercommunale, l'objectif était de saisir finement les difficultés d'accès à l'alimentation et également ce qui était conduit par les acteurs publics et associatifs pour favoriser l'accès à une alimentation de qualité ou pour certains d'entre eux, lutter contre la précarité alimentaire ou la pauvreté. Alors, comment s'organise justement la réponse à cette question de précarité dans les territoires ruraux ? Est-ce que ça passe par les pouvoirs publics ou par des associations ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Ce sont principalement les associations qui luttent contre la précarité alimentaire. Et dans les territoires que j'ai étudiés, les premiers acteurs étaient les acteurs de l'aide alimentaire. Souvent les opérateurs historiques de l'aide alimentaire, donc avec toutes les limites que eux observent eux-mêmes, d'ailleurs les bénévoles. Donc c'est des Restos du Cœur ou Les Restos du Cœur, des Croix-Rouges. Donc c'est des opérateurs qui sont missionnés par l'État ou pas ? Est-ce que Non. Parce que j'ai lu aussi dans l'article de Bénédicte Bonzi que c'est une compétence de l'État d'assurer l'aide alimentaire. Voilà. Donc, n'étant pas du tout spécialiste de la question, je me dis, en fait, on entend toujours parler des associations. Alors, est-ce que c'est un acte un peu bénévole, uniquement de générosité, ou est-ce que c'est des opérateurs qui travaillent avec l'État pour subvenir à certains besoins, mais en même temps pour remplir un petit peu la mission qui incombe à l'État, ou en tout cas aux collectivités parfois ? Le système de l'aide alimentaire est vraiment complexe. Il y a des acteurs publics qui proposent une aide alimentaire. Donc ça va être par exemple la distribution de colis ou des épiceries sociales. Ce sont les CCAS, les centres communaux d'action sociale. Et dans les espaces ruraux, moi j'en parle peu, car dans les territoires que j'ai étudiés, il reste peu de centres communaux d'action sociale. C'est-à-dire qu'ils vont principalement être dans les petites villes ou dans les gros bourgs, puisque beaucoup de CCAS ont été dissous. Les petites communes n'ont plus l'obligation d'avoir un CCAS. Donc il n'y a pas d'obligation en fait de s'organiser sur des questions de précarité alimentaire. C'est de la part des communes. Hein. Oui, tout à fait. Par contre, vous parlez dans plusieurs articles des dispositifs PAT, projet alimentaire territorial. C'est peut-être là-dessus qu'on pourrait s'arrêter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, de quoi il s'agit ? Donc les projets alimentaires territoriaux, c'est un dispositif qui date de 2014 et qui vise à favoriser une approche concertée, systémique
de l'alimentation dans les territoires. Donc c'est un dispositif dont se saisissent par exemple des comités de communes et beaucoup s'en sont saisis suite à la crise Covid et au plan France Relance et donc qui s'articule à travers plusieurs thématiques et l'une de ces thématiques c'est l'accessibilité sociale à l'alimentation et donc de plus en plus de comités de communes ces dernières années ont investi un volet social de l'alimentation. Je parle des comités de communes, mais ça peut aussi être des PNR. Ce type de dispositif peut être porté Donc, par des différents parcs acteurs nationaux, publics. Voilà, parcs naturels régionaux et tout ça. Oui. D'accord. Donc, c'est différents acteurs qui peuvent se saisir de ces questions. Exactement. En fait, la loi les invite, ne les oblige pas, si je comprends bien. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est une démarche volontaire de la part de l'exécutif, de la part des élus. Oui, tout à fait. C'est un territoire qui va construire son projet alimentaire territorial. Et l'objectif de ce projet, c'est de réunir les acteurs des territoires, donc les agriculteurs. Ça va être les agriculteurs dans le cadre de l'accessibilité alimentaire, les structures sociales, les structures des solidarités alimentaires. Et comment ça s'organise alors? Dites-nous, racontez-nous un petit peu. Est-ce que des agriculteurs donc, qui produisent les aliments sur le territoire, est-ce qu'il existe des passerelles directes vers les habitants, vers ceux qui sont dans le besoin pour avoir des invendus ou pour avoir des prix un petit peu en dessous des prix de marché? Est-ce que c'est plus intéressant que d'aller dans un supermarché, de s'inscrire dans une démarche comme ça? De s'inscrire directement, d'aller directement vers le producteur. Est-ce que c'est une plateforme qui fonctionne, on va dire, pour mettre en relation à la fois les producteurs et les consommateurs, par exemple? Les projets alimentaires territoriaux. Oui. Au sein des projets alimentaires territoriaux, des actions vont être menées. Et par exemple, sur le volet social, ça peut être d'essayer de rapprocher les agriculteurs des producteurs locaux de l'aide alimentaire. Mais dans ce cas-là, j'évoque ce cas car je l'ai observé sur plusieurs territoires, mais ça ne résout pas non plus la question qui a été évoquée du don alimentaire et du surplus, et du coup à qui on donne les surplus aux personnes qui sont en situation de pauvreté et qui n'ont pas le choix de leur alimentation. Mais ça peut aussi être un moyen pour les personnes d'accéder à une qualité alimentaire, à des produits locaux. Et oui, tout à fait, il y a des partenariats qui se mettent en place dans ce sens. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est qu'il y a des agriculteurs dans les territoires ruraux qui eux-mêmes n'ont pas accès à une alimentation en quantité suffisante et qui vont à l'aide alimentaire. D'accord. Donc avec toutes les difficultés inhérentes quand on produit de la nourriture et qu'on doit se tourner vers une aide alimentaire où on n'a pas accès à une alimentation. Parce qu'une alimentation doit non seulement être en quantité suffisante, mais aussi de qualité suffisante, évidemment variée. Donc on peut être... J'imagine agriculteur, on peut être éleveur et ne pas avoir évidemment de potager et tout ça. Hein. On est loin des époques des fermes où il y avait un petit peu de tout. Maintenant, l'agriculture est un domaine qui est très spécialisé, très sectorisé. Est-ce que pour autant il y a des réseaux comme des AMAP qui existent ou des réseaux de proximité? Pour ma part, je remarque souvent que dans les campagnes françaises, il est parfois difficile de trouver des épiceries avec des produits de qualité. On tombe vite sur des petits casinos ou des supérettes qui finalement vendent les fruits et légumes qui passent par le marché de Rungis. J'ai l'impression d'être assez loin d'un potager. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, il y a des petites épiceries qui sont souvent peu accessibles financièrement aux habitants, qui vont du coup devoir réaliser des arbitrages entre le coût de l'alimentation, le coût des produits et le coût des déplacements. Moi, je ne pourrais pas dire avec la recherche que j'ai menée si les produits au sein des épiceries conviennent ou non. Mais ce que je peux également évoquer, c'est qu'il y a
de nombreuses solidarités alimentaires. Et moi, j'ai mené mon étude principalement dans la Drôme, qui est un territoire où il y a de nombreuses initiatives, en tout cas dans certains des territoires que j'ai menés, notamment dans le Royan-Vercors ou dans les Baronnies, où il y a des initiatives et des dispositifs qui se créent et qui s'adaptent aussi aux conditions des territoires ruraux. Donc, avec des projets plus ou moins formels, par exemple dans le Royan-Vercors, où il y a une cantine solidaire qui s'était créée et qui visait justement à faire des repas partagés avec des produits locaux et qui était très en lien avec les producteurs. Est-ce que ça permet aussi de dépasser cette crainte d'être vu comme quelqu'un qui a besoin d'une aide alimentaire? Parce que derrière tout ça, il y a évidemment la question personnelle de l'alimentation, mais aussi de l'image de soi, de son existence sociale. Et il y a évidemment la pauvreté, c'est quelque chose que personne n'aime afficher. Et ça peut être un frein pour accéder y compris à l'aide alimentaire. Ce que vous dites dans plusieurs articles, est-ce qu'il y a des solutions de l'ordre de changement de point de vue du côté des cantines ou des choses comme ça? Oui, tout à fait. Il y a de nouveaux modèles qui s'inventent et je pense par exemple à VRAC Drôme, donc l'association VRAC qui s'est installée dans la Drôme, où il y a une prise en compte de ces enjeux et du coup le dispositif n'est pas ouvert n'est pas un dispositif ciblé. Tout le monde peut y accéder avec selon différents tarifs et du coup qui constitue une forme de réponse à cette question de la stigmatisation et aux difficultés liées à l'interconnaissance dans l'accès à une aide. Donc la question de l'alimentation, elle devient plus sociale, plus partagée, elle se pose aussi au sein d'une communauté. Et là, on rejoint peut-être un petit peu plus votre projet, Marie-Amandine Vermillon, le projet qui s'appelle Belle Bouffe, qui existe à Lyon. Alors, est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Belle Bouffe, donc on existe depuis 2019. On milite pour l'accès de tous et toutes à une alimentation choisie et durable. Donc ça rejoint complètement ce qui a été dit, de travailler sur la question de la dignité, de pouvoir avoir ce choix-là et de pouvoir donc à travers ce choix décider de la manière dont on va organiser en fait la production, la distribution, la transformation et la consommation. Donc vraiment penser le contenu de nos assiettes, c'est ça derrière le projet associatif Belle Bouffe, et c'est d'engager les acteurs public-privé à agir pour plus de justice alimentaire et de démocratie alimentaire à l'échelle locale. Donc nous, on se situe sur le territoire de la métropole de Lyon et ses environs. Et donc, on s'inscrit notamment dans le projet alimentaire territorial lyonnais, le PATLI, dans le cadre de nos activités. Donc voilà, il faut savoir qu'à l'échelle de la métropole de Lyon, il y a et donc cette politique publique locale à la fois sur les questions agricoles et alimentaires qui se déploie, et on est un certain nombre d'acteurs à du coup pouvoir faire en sorte que la question de l'accessibilité, elle vienne s'incarner concrètement à travers nos activités au quotidien. Belle Bouffe, on a plusieurs manières d'intervenir. On va autant faire de la recherche-action, où là, on va fédérer à la fois des habitants et des acteurs qui peuvent être publics, privés, pour s'interroger sur les inégalités alimentaires qui peuvent se jouer à l'échelle d'un quartier. On travaille beaucoup dans les quartiers populaires et faire émerger donc les problématiques avec celles et ceux concernés par les inégalités alimentaires pour ensuite imaginer des actions pour lever ces freins-là, ces freins d'accès à une alimentation de qualité. On va avoir aussi des événements, faire de l'alimentation un sujet qui fédère, où on va pouvoir créer du débat, mais aussi du lien social, puisqu'on sait que l'alimentation, ça peut éloigner, mais ça peut évidemment rassembler. Donc, on organise tout un tas d'événements également pour ça. Et puis, on va avoir également un outil qui est un outil numérique. On parlait tout à l'heure de la question de l'accès à l'information, et ça peut être un des freins, en fait, quand on ne sait pas l'offre disponible autour de soi. Donc, nous, on a développé une carte en open source qui recense les moyens de s'alimenter durablement sur le territoire.
On a plus de 500 points référencés. Il va y avoir notamment des groupements d'achat vrac, des épiceries sociales et solidaires. Enfin, le but, c'est qu'il n'y ait pas que des lieux qui sont inaccessibles pour les habitants, mais c'est de recenser largement, et elle est contributive, donc n'importe qui peut rajouter des infos sur la carte. Et puis, Belle Bouffe, c'est également des tiers-lieux qu'on développe. On a notamment porté le Fait-Tout avec l'association Sing à Lyon, donc un lieu vraiment orienté vers l'hospitalité et la justice alimentaire, dans lequel on va retrouver une cantine écologique solidaire et d'inclusion socio-professionnelle. Écologique puisqu'on va servir des plats réalisés à partir de produits issus d'une agriculture biologique, locale, équitable, de saison, et proposer des préparations végétariennes, véganes, pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Une dimension solidaire, puisqu'on propose une triple tarification. Donc, on a un menu qui change chaque jour, mais qui est accessible à 13 €. Et si les personnes le souhaitent, elles peuvent à la fin donner un petit peu plus. Ça vient alimenter une caisse de solidarité. Et cette caisse de solidarité, elle finance les 2 autres tarifs. Donc un tarif réduit à 8 €. Donc ça, c'est pour les personnes pour qui 13 €, ça peut faire beaucoup. Et donc, elles peuvent payer 8 € et elles n'ont pas besoin de dire pourquoi. Et un tarif invité, donc à 0 €. Donc là, qui est plutôt à destination de personnes en situation de grande précarité. Et donc, nous, on a tout un travail de développement social local qu'on fait avec tout un tas de structures pour que leur public puissent venir manger via les tickets invitation. Cette caisse, elle est aussi abondée par des financements publics, privés. Donc voilà, on a du tiers financement qui vient de... Donc vous avez plusieurs caisses entre lesquelles vous... On en a une, mais qui est autant financée donc par des habitants que par, ça peut être l'État via le fonds Mieux Manger pour tous, via la Fondation de France. Enfin, après, on va avoir différents soutiens. Et la dernière dimension de la cantine, c'est l'inclusion socio-professionnelle. Donc là, les midis, des personnes qui sont éloignées de l'emploi ou en reconversion professionnelle peuvent venir s'immerger en salle et en cuisine pour découvrir les métiers de la restauration. Et les soirs, donc jeudi soir, vendredi soir et samedi midi, on a des résidences culinaires. Donc tous les trimestres, on accueille des chefs qui ont des parcours d'exil et qui se lancent dans la restauration et qui peuvent expérimenter en conditions réelles leur projet. Donc en ce moment, on accueille une chef colombienne, on a accueilli un chef syrien, une chef éthiopienne. Donc on peut aussi voyager. Ça a l'air très appétissant. J'ai l'impression qu'on est loin de ce qu'on appelait jadis des soupes populaires. On est loin d'une distribution quelque part dehors dans la rue, d'un petit bol de nourriture. Alors, est-ce que c'était tout à fait volontaire d'inscrire un projet d'alimentation déjà dans un contexte, y compris de questionnement aussi social, parce qu'il y a des ramifications qui vont un peu partout, vers le monde socio-professionnel, vers la santé, vers le territoire. Il y a une question de solidarité, y compris via le dispositif lui-même. Ce n'est pas simplement un financement solidaire, mais une sorte d'économie hybride. Vous avez créé donc Belle Bouffe d'emblée avec cette intention-là ? Oui, en fait, nous, le point de départ, c'était de se dire que l'alimentation, en fait, c'est une manière de traiter tout un tas d'autres enjeux économiques, politiques, sociaux, écologiques, de santé. Et donc, quelque part, c'est la thématique mère de la transition écologique et solidaire. Et donc, ça a été assez naturel. Alors, d'une part, on aime manger, on aime bouffer, Belle Bouffe. Mais en même temps, c'est quelque chose qui permet d'avoir une approche complètement transversale et systémique. Et ce qui nous importe beaucoup, on ne veut pas individualiser l'enjeu. On veut vraiment, même si on travaille auprès principalement du grand public et notamment de personnes en situation de précarité, de se dire qu'il faut faire bouger les lignes avec les différentes parties prenantes en fait, des systèmes alimentaires. Donc pour nous, c'est important. Et donc l'alimentation, en fait, derrière, c'est une porte d'entrée pour traiter tout un tas d'autres enjeux. Et donc, ça, c'est une grille de lecture qu'on va avoir au quotidien. L'approche qu'on va avoir également, ça va se situer d'un point de vue, on va dire, environnemental. Donc ça rejoint cette question de ne pas individualiser les problématiques, c'est de se dire comment on crée des environnements facilitants. Le Fait-Tout en est un. En fait, on vient faciliter un environnement où il y a du végé, il y a du bio, il y a du local, il y a une manière de tarifer l'offre qui permet l'accessibilité. Mais après, ça peut évidemment se faire à l'échelle d'un quartier, d'une ville, comment on rend un environnement plus facilitant pour les personnes. Donc nous, on va vraiment essayer d'interpeller, de développer ces approches
approche-là pour sortir vraiment de cette culpabilisation, cette stigmatisation des personnes qui ne fait rien avancer. Donc on devine une sorte de spirale vertueuse que vous essayez de mettre en place, parce qu'évidemment les domaines sont liés, entre l'alimentation qui est directement liée à la sociabilité, à la santé, puisque les personnes qui se retrouvent en situation de précarité vont plutôt avoir tendance à s'isoler, donc vont manger mal, seuls, vont perdre des liens, et alors là vous essayez sans doute de renverser cette tendance, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et alors, on pourrait parler d'énormément de sujets qui sont directement connectés à l'alimentation, notamment l'environnement, la santé, etc. On n'a pas le temps aujourd'hui pour tout ça. Par contre, on va se pencher sur la question de la sécurité sociale de l'alimentation, puisque vous faites également partie des Territoires à vivre, un projet du Grand Lyon. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Territoire à vivre, donc c'est une association qui a été impulsée par différentes structures de la justice alimentaire et des filières durables du territoire. Il y en existe plusieurs antennes. On a pu entendre ce matin Pauline Schreier nous parler notamment Territoire à vivre Montpellier. Et donc avec Territoire à vivre, on expérimente maintenant depuis quelques mois un projet de caisse solidaire de l'alimentation inspiré de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un projet politique qui s'appuie sur 3 grands piliers. D'une part, l'universalité, donc se dire qu'en fait, on doit tous et toutes pouvoir accéder à une alimentation de qualité et donc ne pas sortir justement de cette logique alimentaire qui est vraiment dédiée à un public particulier, mais là, de travailler sur vraiment l'universalité d'un dispositif. Un deuxième pilier qui est celui de la cotisation, de se dire qu'en fait, on doit pouvoir chacun, en fonction de ses moyens, mettre l'argent dans un pot commun. Et ensuite, la troisième dimension qui est le conventionnement démocratique, de pouvoir collectivement se dire cet argent qu'on a mis dans le pot commun, où est-ce qu'on va pouvoir aller le dépenser pour se nourrir. Et donc, à partir de ce projet-là, il y a tout un tas d'expérimentations qui émergent en France pour expérimenter donc, la sécurité sociale de l'alimentation. Ça va prendre des formes variées. Il y a une trentaine d'expés en France, que ça soit dans des zones rurales comme plus urbaines. Petit moment technique, on dirait que il y a une alarme qui s'est déclenchée, non ? Continuons, c'est peut-être juste un téléphone qui a sonné. Voilà. Et donc, la caisse, donc à Lyon, on a ce projet de caisse qui a pris vie depuis février 2024. Donc, une première étape a été la constitution d'un comité citoyen. Donc, il y a une trentaine d'habitants du 8e arrondissement, puisqu'on expérimente vraiment à l'échelle du 8e arrondissement de Lyon, qui se sont portés volontaires pour définir quelle allait être la grille de cotisation, auprès de qui on allait pouvoir conventionner, donc dépenser l'argent cotisé, et quel allait être le montant de la somme reçue pour aller dépenser ensuite l'argent. Donc il y a le comité qui s'est réuni pendant 6 mois pour traiter ces questions-là. Ça s'appelle Calim 8, ils ont choisi leur nom, Calim 8. Et ensuite, depuis l'automne 2024, des foyers ont rejoint l'expérimentation. Aujourd'hui, on est à environ 90 foyers, ce qui représente 270 environ personnes, qui reçoivent... Alors, quand on est une personne, on reçoit 150 €, et puis après, en fonction de la composition du foyer, voilà, ça s'additionne. Donc, qui reçoivent une somme d'argent et qui peuvent aller dépenser leur argent dans une vingtaine, aujourd'hui, il y a une vingtaine de lieux conventionnés dans le 8e arrondissement de Lyon. Du coup, on voit déjà les effets quand on parle aux habitants qui, notamment pour celles et ceux qui étaient plutôt en situation de précarité, puisqu'on a environ 60% des personnes, des foyers qui... en fait, vivaient en dessous du seuil de pauvreté, qui ont intégré l'expérimentation, nous disent que grâce à l'expérimentation, elles peuvent aller se nourrir comme elles le souhaitent, aller acheter du bio alors qu'elles n'en avaient pas les moyens et pas l'habitude avant. Donc on voit des vrais effets à la fois sur la question de la confiance en soi, du pouvoir d'agir, mais en même temps la qualité de ce qu'on met dans son assiette pour soi, mais aussi pour sa famille. Donc ça, c'est des choses qui rendent... Donc c'est une véritable avancée par rapport... C'est pas du tout la soupe populaire, là c'est quelque chose, une vraie avancée sociétale. Donc sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce que ça a vocation, ou est-ce que dans le concept, dans l'idée, est-ce que tout le monde va avoir un jour droit
ou voire l'obligation de s'y inscrire, puisque tout comme la sécurité sociale de santé, en fait, c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est l'idée derrière, en fait. Toutes ces expérimentations, elles ont des formes variées, puisque comme elles ont pour but de s'inscrire dans des démarches démocratiques, c'est les gens qui choisissent la manière dont on va la penser. Mais l'objectif, c'est quand même d'expérimenter quelque part un concept, un projet politique pour comprendre sa portée et de se dire qu'on pourrait potentiellement l'élargir et que ça vienne complètement repenser la manière de faire système autour de l'agriculture et de l'alimentation. Donc c'est quand même l'objectif derrière. Après, ce qui est important dans les projets de caisse, c'est cette dimension, comme je l'ai répété plusieurs fois, d'expérimentation, Oui. donc de recherche, de pouvoir documenter, analyser ce qui se produit sur le terrain pour donner des données objectives en fait, et de se dire que ça a un vrai impact sur telle et telle dimension. À Lyon, on a un gros volet d'évaluation de la caisse et c'est ce qui aussi se fait à travers d'autres expérimentations pour montrer l'apport positif. Après, il y aura aussi sûrement des choses qui vont montrer les limites, mais ça fait partie pleinement de ces projets-là que de pouvoir avoir cette approche recherche pour démontrer l'intérêt que ça peut avoir et on l'espère pouvoir l'étendre à de plus grandes échelles. Mais on sait qu'on est quand même dans un contexte politique particulier avec des échéances électorales, que ce soit en local l'année prochaine, au national, et ça on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est le moment de faire aussi du plaidoyer pour l'inscrire après dans des programmes politiques. En tout cas, dans une situation où quasiment 20% des citoyens et citoyennes n'ont pas accès à l'alimentation équilibrée, il ne faut surtout pas s'interdire des expérimentations et de l'innovation. Est-ce que dans les territoires ruraux, Mathilde Ferron, est-ce que vous avez pu observer des tentatives ou en tout cas des expérimentations sur le terrain ? Oui, il y a plusieurs expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation dans la Drôme. Il y en a une qui est assez connue à Dieulefit, qui est le marché du lavoir, que moi, j'ai pas étudié. Je ne l'ai pas étudié en tant que tel, mais j'ai vu les répercussions aussi de ce projet sur un territoire qui est proche, qui est les Baronnies en Drôme provençale, qui est un de mes territoires d'études, où ça faisait réfléchir les habitants et les acteurs locaux sur l'accessibilité alimentaire et quels projets mettre en place pour permettre à tous d'accéder à une alimentation quantité. Donc, si je comprends bien, c'est quelque chose qui a des échos déjà, dont on parle en fait localement. Parce que je sais, à Lyon, on en parle de la sécurité sociale d'alimentation, et notamment du 8e arrondissement. Est-ce qu'à Dieulefit, c'est quelque chose qui est connu ? Est-ce que c'est une manière aussi de remettre la question de l'alimentation en fait, en tant que sujet de société, de la sociabiliser quelque part, de sortir de son rôle un petit peu technique, de dire, bon, il y en a qui ne mangent pas, l'air faim, on va leur donner à manger quelque part dans un coin, ça reste quelque chose teinté un petit peu d'une sorte de honte, de pauvreté. Est-ce que justement, il ne faut pas jouer sur les représentations, massivement investir cette question comme commune ? Oui, c'est que c'est aussi un projet de société. C'est un projet de société. C'est de se dire que la précarité alimentaire, qu'il y a une dimension collective et il y a une injustice alimentaire. C'est souvent, il peut y avoir une individualisation. On fait peser une responsabilité individuelle sur les personnes. Moi, j'ai pu l'observer également, où on va poser la question de leur choix alimentaire, alors qu'elles n'ont pas le choix de ce qu'elles pourraient renier comme dépenses pour favoriser les dépenses alimentaires. Et ce projet-là permet de lui donner de porter cette dimension politique, où c'est pas une question individuelle. La question, c'est pas comment mangent les habitants, comment les choix qu'ils font. S'ils ne peuvent pas faire de choix, ils ne peuvent pas faire de choix. Et du coup, ça repose aussi la question d'injustice sociale, de la justice sociale et de ce qu'on souhaite collectivement comme projet de société, ou du coup de
mettre en lumière le fait qu'il ne s'agit pas de responsabilité individuelle et qu'il y a de vraies injustices structurelles derrière ça. Donc remettre l'alimentation un peu sur la table commune, ce sera peut-être le mot de la fin. Je rappelle simplement qu'il n'y a pas longtemps, on a reçu sur nos plateaux du festival à l'école de l'Anthropocène un anthropologue, Charles Stepanov, qui évoque la question des attachements. Alors bon, c'est dans une optique d'anthropologue, donc c'est des attachements avec des milieux, avec des espèces différentes. Et il évoque qu'une des singularités de l'espèce humaine, c'est de partager la nourriture, hein, et que c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel dans le monde animal. De partager la nourriture, ça veut dire de partager systématiquement le butin entre plusieurs personnes, d'un clan, d'une famille, et que même chez les grands singes, on n'observe pas ce comportement-là. Donc, j'ai l'impression que ça résonne avec ce que vous dites. L'alimentation n'est pas une affaire individuelle et peut-être la chose qui reste à faire, c'est de se retrouver autour d'une table commune. Il est 13h25, il sera bientôt l'heure de manger pour nous aussi. Je vous remercie énormément de vos contributions, d'être venus nous rejoindre sur le plateau pour la journée métropolitaine de l'économie sociale et solidaire. Merci et je souhaite un bel avenir à votre projet de Faitout et votre projet Belle Bouffe. Merci. Merci et j'espère que de votre côté, Mathilde Ferrand, vos recherches pourront se poursuivre sur ce terrain qui en a tant besoin. Merci beaucoup. Merci. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.